Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se réveillent ensemble en apprenant le décès de M. Bala Keïta, ancien ministre de Côte d'Ivoire qui vivait à l'époque, du moins jusque-là, au Burkina Faso. Mais c'est pas ce qui est vraiment surprenant. Ce qui étonne, c'est les conditions, du moins la condition dans laquelle l'homme perd la vie. L'on retrouve le corps de M. Bala Keïta, ancien ministre de Côte d'Ivoire, dans une situation vraiment surprenante. Il est couché dans le sang, poignardé de presque partout. Bref, c'est un assassinat. M. Bala Keïta est mort, assassiné. Et à partir de là, c'est le tollé. Et ça sera une nouvelle tension qui va naître entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Ce sera un véritable problème politique, mais également géopolitique. Alors dans cette vidéo, on parle de la mort de M. Bala Keïta. Avant de commencer la vidéo, permettez-nous de vous présenter Canine Animalerie. Vous cherchez un compagnon fidèle, affectueux, qui transformera votre quotidien en celui de vos enfants? Nous vous présentons Canine Animalerie, une référence en ligne pour l'achat de chiots, de chiens et même de leurs aliments en toute confiance. Que vous soyez en Côte d'Ivoire ou pas, vous pouvez contacter Canine Animalerie et vous aurez selon votre goût le chien de vos rêves. Vous allez bénéficier d'accompagnement personnalisé avant et après l'achat de chiots ou de chiens, d'un suivi vétérinaire complet et même d'une livraison sécurisée d'aliments pour vos chiens et chiots. Alors dans la nuit du 1er au 2 août 2002, tout le monde est surpris parce que M. Bala Keïta qui réside, faut le signifier, à Ouagadougou, qui est un quartier dans lequel l'on retrouve la plus haute sécurité du Burkina Faso, donc du pays à l'époque, se voit victime d'une situation qui arrive très rarement dans un pays comme le Burkina, d'autant plus qu'à l'époque, la sécurité était l'une des puissances du pays. Bref, c'est un événement surprenant, c'est un événement qui étonne, mais qui remet tout en question. Donc pour comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là, faut retracer, faut situer le contexte. Tout part concrètement du 24 décembre 1999, date à laquelle la Côte d'Ivoire connaît un coup d'État. Oui, je vois que vous allez vous étonner de savoir qu'on parle de Côte d'Ivoire alors que l'événement a eu lieu au Burkina Faso, mais on en reviendra. En fait, à partir de cette période-là, il y a un nouveau régime qui s'installe. Et à la tête de ce régime, on a M. Robert Guèye. M. Robert Guèye, c'est un ancien général de l'armée de Côte d'Ivoire, mais qui vient suite à un coup d'État. Donc, il est perçu comme un putschiste, mais il s'installe et devient le chef d'État du pays. C'est lui qui va diriger, avec l'aide des acteurs politiques qui étaient déjà sur la scène politique de Côte d'Ivoire. Et parmi ceux-là, il va recevoir l'aide d'un certain Bala Keïta, ancien ministre de M. Félix Houphouët-Boigny. M. Daniel, lorsqu'il se rapproche de Robert Guèye, est conseiller politique, conseiller des cultes auprès de M. Robert Guèye. Il va jouer un rôle important, primordial, avec l'homme, jusqu'à ce qu'on arrive au 22 octobre 2000, date à laquelle il y a élection présidentielle. Et suite à cette élection, il y a, on va dire, un conflit qui naît encore entre M. Robert Guèye et M. Laurent Gbagbo pour désigner concrètement celui-là qui a gagné l'élection. Et M. Robert Guèye aurait été encensé, conseillé par M. Bala Keïta, en ce sens où il ne faudrait pas qu'il abandonne, qu'il laisse le pouvoir. Il faudrait qu'il s'accroche au pouvoir, qu'il fasse en sorte que M. Laurent Gbagbo puisse replier, abandonner lui-même le pouvoir de son côté. Mais finalement, l'armée sort dans les rues et c'est M. Laurent Gbagbo qui arrive à la tête de Côte d'Ivoire. Mais alors que l'armée est sortie dans les rues, M. Bala Keïta va vivre ou subir le martyre également de son côté parce qu'il se fera cibler. Il sera l'une des cibles principales. Il sera battu par les soldats jusqu'à subir un traumatisme crânien. Il va avoir des fractures au niveau du crâne. Il sera donc rapidement envoyé en Europe pour des soins de santé. Et c'est suite à ces soins de santé qu'il va quitter l'Europe, destination le Burkina Faso, où il arrive, selon les sources diplomatiques de Côte d'Ivoire, en mars 2001. Il va donc s'installer en mars 2001 à Ouagadougou. Et non pas en tant qu'Ivoirien s'installant au Burkina Faso à Ouagadougou, mais il aura le statut de réfugié politique. Et lorsqu'on parle de statut de réfugié politique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une sorte de statut qui confère les droits et devoirs qu'un citoyen lambda du pays dans lequel on se trouve peut avoir. On n'a pas les mêmes devoirs, les mêmes droits, mais on est proche de ça. Il va donc bénéficier de ce statut-là et s'installer effectivement à Ouagadougou. Installé en mars 2001, il va se voir beaucoup plus tard promu au grade, au niveau, au stade de secrétaire général de l'UDPCI. L'UDPCI, c'est le parti tout frais qui est créé par M. Robert Guèye, dans lequel on va retrouver l'homme. C'est donc étant à Ouagadougou, vivant sa vie comme bon citoyen réfugié, qu'il va, dans la nuit du 1er au 2 août 2002, il sera assassiné dans des conditions très floues. Et c'est le lendemain qu'on viendra sur les lieux, concrètement, tenter de comprendre, voir qu'est-ce qui s'est passé.
Maintenant qu'on sait plus ou moins ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on arrive au décès de monsieur Bala Keïta, faut maintenant rentrer dans le détail, dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'il est mort? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, il faut savoir que le lendemain, lorsque les enquêteurs, la police et toutes les autorités chargées du sujet vont arriver sur les lieux, donc à la résidence de monsieur Bala Keïta, ils vont se rendre témoins d'une scène vraiment affreuse. Lorsqu'ils arrivent, ils voient l'homme allongé dans son sang qui coulait encore. Mais il n'y a pas que ça. On voyait auprès de lui des bouteilles d'alcool. Et en plus de ces bouteilles d'alcool, il y avait aussi une note, un papier, sur lequel il était écrit un message très important, qui lui va donner un sens, va donner une direction à l'enquête qui sera menée. Il était écrit, et je cite, « Tu es séropositif, tu m'as poignardé dans le dos en me transmettant le sida. Je te poignarde aussi dans le dos. » Alors, à partir de cette note, la direction, elle est claire. Et le sens qui est donné à cet assassinat est aussi clair. L'homme a été assassiné par vengeance, par frustration, par nervosité. Et la première personne qu'on pourrait suspecter, c'est une femme, tout naturellement, à laquelle il aurait transmis le virus. Donc, à partir de cette période-là, les enquêteurs vont se concentrer sur cette piste-là. Ils vont même regarder les bouteilles et se rendre compte que il y a des stupéfiants qui auraient été injectés. Bref, ils vont prendre tous les indices sur les lieux et aller faire une enquête. Et c'est suite à cette enquête, lorsqu'ils vont revenir, après cette enquête, on parle de 2 à 3 semaines plus tard, qu'il y aura les résultats suivants. Il faut savoir que après avoir vu la lettre, ils ont demandé la permission à l'épouse de M. Bala Keïta, Madame Thérèse Keïta, la possibilité de faire un test du sang de M. Bala Keïta. Elle a accepté et le test a été fait. Suite à ce test, on se rend compte que d'abord, l'homme n'est pas séropositif. Donc, ce message-là peut porter à confusion. Ça peut être un leurre qui a stratégiquement été laissé sur la scène du crime pour diriger la vision des enquêteurs. Ça peut être un piège et ça remet tout en question. Ça, c'est déjà le premier élément. Mais lorsqu'on fait le test également du corps de M. Bala Keïta, on se rend compte que l'homme aurait consommé de l'alcool. Et cet alcool-là était envahi par de la drogue. Et cette drogue-là, c'est la barbiturique. La barbiturique, en réalité, c'est ce qui est généralement utilisé dans le domaine de la médecine pour pouvoir calmer les patients, les endormir, les mettre sous anesthésiant. Bref, c'est le rôle du barbiturique. Et on se rend compte que cela se trouvait dans le corps du personnage. Et lorsqu'on recherche autour de lui, cette dose de drogue est en réalité dans l'alcool qu'il a consommé. Donc, pour récapituler à ce niveau, on se rend compte d'abord et avant tout qu'il y a une lettre qui est laissée où on se dit tous qu'il aurait été assassiné par une dame suite à une vengeance de cette dame qui a été contaminée par le virus du sida. Et lorsqu'on va un peu plus loin, on se rend compte que le process utilisé, c'est qu'il a été drogué. Mais finalement, on aboutit à quoi? Et c'est là qu'on regarde le corps du personnage, M. Bala Keïta, et on voit les séquelles, les résultats. L'homme a été poignardé à 3 niveaux. Et selon les sources, il y a des niveaux qui varient. Mais tout est clair. D'abord, et comme vous pouvez le voir ici, avec cette source qu'on affiche, il aurait été poignardé au niveau du cou, de la poitrine, le cœur et de l'épaule. Il y a une autre source qui dit qu'il aurait été poignardé également au niveau du dos. Mais associé, multiplié, divisé, on a le même résultat. M. Bala Keïta a été poignardé au niveau des parties vitales. Parce que lorsqu'on regarde, ce ne sont pas des parties qui ont été touchées de façon anodine. Ça a été choisi, calculé, prémédité. Et c'est là qu'on se rend compte que ça doit être fait par quelqu'un qui connaît l'homme, qui connaît le corps, on va dire un expert. Et lorsqu'on regarde les caméras de surveillance, on se rend compte que 2 heures avant que l'homme ne meure, il aurait reçu une dame. C'est cette dame-là qui, en réalité, est à la base de l'assassinat de l'homme. Voici donc les premiers résultats produits par l'enquête. Et à partir de là, on a une ligne à suivre. Et c'est de là que tout va partir. On aura d'autres explications, d'autres raisons, d'autres motifs, d'autres résultats. Mais à ce niveau-là, il faut clarifier, signifier quelles sont les personnes impliquées dans tout ce process-là. D'abord, l'enquête est confiée à l'État burkinabé. C'est lui, parce que c'est sur son sol que cet événement est arrivé. C'est lui qui est chargé de réaliser l'enquête. Et l'État ivoirien va adhérer à ce process-là par le canal du communiqué qui sera fait par le président de la République d'antan, M. Laurent Gbagbo, qui va dire qu'il remet toute l'enquête entre les mains de l'État burkinabé. Il fait confiance de se croire à l'État burkinabé. Il est désireux
de continuer avec l'État burkinabé. Il va même se constituer, donc permettre à ce que l'État de Côte d'Ivoire se constitue en partie civile pour participer à cette enquête-là. Il va même déléguer un groupe d'avocats pour réaliser cette enquête-là. Ensemble, ils vont donc aller sur les lieux. Et pendant la réalisation de l'enquête, ils vont participer à celle-ci. De leur côté, il y avait une véritable collaboration diplomatique, bien évidemment, entre l'ambassade de Côte d'Ivoire au Burkina, le ministère de l'Intérieur du Burkina Faso et toutes les autorités concernées. Mais les choses ne vont pas continuer en ce sens-là. Ils vont très rapidement changer, bifurquer. Parce que pendant qu'on réalise l'enquête, il y a d'autres données qui vont changer les choses. Suite au fait que, d'entrée de jeu, il y aura la déclaration de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina à l'époque, M. Kojo Richard, qui lui m'a dit que, entre autres, lorsque les premiers éléments devaient être prélevés sur le site, la Côte d'Ivoire, par le canal de son ambassadeur, n'a pas été convoquée pour le faire. Il va donc lancer une pique politique et à partir de là, tout va partir. Cet élément est très important à suivre parce que c'est ce qui va nous permettre par la suite de comprendre ce qui s'est passé finalement avec l'histoire de la mort de M. Bala Keïta. En fait, suite à cette sortie, il y aura la réponse du ministre de l'Intérieur du Burkina Faso d'antan, qui est M. Djibril Bassolé, qui était lieutenant-colonel parce qu'il était dans l'armée et ministre de l'Intérieur à cette période-là. Il va donc sortir et dit qu'en réalité, je paraphrase, l'ambassade de Côte d'Ivoire avait été conviée. L'ambassade de Côte d'Ivoire a participé à la collecte d'indices et tout. L'ambassade de Côte d'Ivoire était là aux premiers instants. L'ambassadeur a même demandé de passer voir la résidence de l'homme. Bref, la Côte d'Ivoire était impliquée. La sortie de M. Bassolé, elle est claire. Et c'est à partir de là que le premier indice, qui était celui selon lequel la personne qui aurait assassiné M. Bala Keïta serait une dame, va bifurquer. Parce qu'il y aura désormais 3 versions. Non, plusieurs versions, dont 3 très importantes. Il y a d'abord la version qui est sortie par le Burkina Faso. L'État du Burkina Faso, par le canal du procureur général près du tribunal d'appel de Ouagadougou, M. Abdoulaye Bari, ne va plus vraiment défendre le premier résultat, celui selon lequel la personne qui aurait assassiné M. Bala Keïta est une dame. Il y aura une nouvelle version. La version qui est défendue, c'est que en réalité, c'est l'État ivoirien qui est derrière tout ça. C'est l'État ivoirien qui a assassiné M. Bala Keïta. Pour mieux comprendre ça, il faut contextualiser les choses et regarder en réalité auprès de ce qui s'est passé, ce qui n'a pas été dit. Parce que après l'élection de 2000, lorsque M. Laurent Gbagbo arrive à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, il y a les élections législatives et municipales qui sont censées être organisées. Et pendant l'organisation de ces élections, les Burkinabés par exemple et d'autres ressortissants ne sont pas conviés à ces élections-là. Il faut signifier que beaucoup plus tôt, donc avant 2000, les électeurs n'étaient pas triés parce que les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, les étrangers votaient en Côte d'Ivoire. Mais à partir de cette période-là, c'est une nouvelle donne. Et ça va entraîner un concept qui était roi dans les années 90, l'ivoirité. L'ivoirité va revenir au devant de la scène. Il y aura même des agressions contre les ressortissants étrangers, dont les Burkinabés, qui étaient évalués en 2,7 et 3,5 millions d'habitants en Côte d'Ivoire à cette époque-là. Ça va donc créer une tension diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. L'article 49 dit pour être président de la République, il faut être né de père et de mère ivoiriens et de père ivoirien toi-même. Ensuite, que tu n'aies jamais changé de nationalité. Et il ne veut pas être comme un travailleur. Il dit à mourir d'une chinoise, des chinois. Le lendemain, il dit une juive, une juive. Après, il dit maintenant un Warren, c'est Warren. Après, il dit c'est le mot, c'est le mot. Non, il faut que tu sois d'une seule nationalité, tout le temps. Mais en plus de cela, suite aux événements du 7 au 8 janvier 2001, on a eu ce qu'on appelle la tentative de coup d'État, qui a porté le nom de Mercedes Noire, à la tête de laquelle on avait un certain Ibrahim Koulibaly, qui était piloté par des anciens soldats. Non, des soldats de l'armée de Côte d'Ivoire qui vont déserter par la fuite. Ceux-ci vont s'installer au Burkina Faso. Ils seront hébergés, selon beaucoup de sources, par M. Compaoré. Donc à partir de cet instant, il y a une différence diplomatique qui va naître entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, ce qui va faire que la relation entre ces pays-là sera tendue. Et ça, c'est le contexte. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des tentatives de négociation. Le ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire, M. Emile Bougadoudou, et le ministre de l'Intérieur du Burkina Faso vont se rencontrer à plusieurs reprises à Paris pour négocier la rentrée, le retour de ces soldats-là qui étaient au Burkina Faso, qui selon des ouïdis étaient en préparation d'une tentative de coup d'État. Mais aucun résultat ne sera concrètement affiché. Et les services du renseignement français vont même dire qu'il y aura très bientôt une tentative de coup d'État entre la Côte d'Ivoire et la Centrafrique. Bref, toutes les conditions étaient réunies pour qu'il y ait vraiment tension entre ces deux pays-là. C'est donc pour résoudre ce problème-là
que l'État ivoirien va déléguer certains agents, certains infiltrés, certains membres du service de renseignement qui, eux, vont aller au Burkina Faso dans l'optique de neutraliser certaines grosses têtes de ce mouvement-là qui se préparent pour attaquer la Côte d'Ivoire. Et c'est cet argument-là qui sera défendu, soutenu par les autorités politiques du Burkina Faso. Pour eux, ils ont reçu une information à un moment donné selon laquelle il y a des infiltrés au Burkina Faso. Et ces infiltrés-là sont venus dans cette optique-là, mettre à mal, neutraliser, assassiner certaines personnalités. Et ce qu'on entend, c'est que ce sont des personnalités ivoiriennes. Et pour les autorités burkinabées, il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas deux personnes qui auraient assassiné M. Bala Keïta, si ce n'est les autorités politiques de Côte d'Ivoire à cette époque-là, avec à leur tête M. Laurent Gbagbo. Voici donc la première version qui est sortie. Mais l'État du Côte d'Ivoire ne va pas se laisser faire. Le gouvernement ivoirien va sortir aussi sa version. Mais avant de comprendre concrètement la position du FPI, de l'État de Côte d'Ivoire à l'époque, il faut prendre en compte ce qui est avancé par l'État burkinabé. L'idée selon laquelle tout aurait été orchestré, organisé par l'État ivoirien. Parce que c'est un peu compliqué de comprendre cette réalité-là comme étant vraie. À l'époque, l'un des meilleurs systèmes de défense et de sécurité interne, dans les années 2000 bien évidemment, c'était le Burkina Faso. Parce que le régime à l'époque était dirigé par des soldats qui, eux, ont verrouillé, ont sécurisé tout. Et lorsqu'on prend le cas de la résidence de M. Bala Keïta, par exemple, il était logé à Ouaga 2000. Et Ouaga 2000, encore une résidence sécurisée, où il y avait des gardes de l'État, donc de la présidence, des soldats qui sont formés pour protéger, en réalité, l'État du Burkina Faso, qui sont affectés par la suite à la résidence de ces personnalités-là. Parce que Ouaga 2000, c'est là où les autorités politiques, les autorités économiques et financières venant au Burkina résident. Donc, il y a une sécurité vraiment avancée, poussée au niveau de cette résidence-là. Ce qui met peu ou prou à mal l'idée selon laquelle très facilement ces agents de sécurité envoyés auraient pénétré le quartier et assassiné M. Bala Keïta. Donc là, il y a quelques doutes à avoir. Mais ce n'est pas tout. Parce que lorsqu'on prend les conditions dans lesquelles M. Bala Keïta est mort, on se pose de nombreuses questions. Il faut savoir que les événements surviennent aux alentours de 22 h. Et ce qui est très étrange, selon Ivoire Hebdo et tous les médias ayant relayé les informations d'Ivoire Hebdo, les membres de la sécurité avaient un comportement vraiment étrange. Par exemple, le garde du corps, un élément de la sécurité présidentielle qui était le plus proche de la sécurité, le plus proche de M. Bala Keïta, a demandé une permission ce jour-là pour aller soigner sa migraine. Le chauffeur de M. Bala Keïta a été envoyé chercher un fax dans un quartier très éloigné de Ouaga 2000, le quartier dans lequel se trouvait M. Bala Keïta. Les domestiques chargés de l'entretien de la maison et de la cuisine étaient dans l'arrière-cour et n'ont rien entendu. Bref, tout porte à croire que ce qui s'est passé cette nuit-là, pendant cette période-là, était quelque chose de beaucoup plus prémédité, maîtrisé par des personnes qui étaient vraiment proches de M. Bala Keïta, qui étaient déjà avec M. Bala Keïta, que d'autres personnes qui auraient quitté un autre pays et infiltré ce pays-là. Donc, cette piste-là, non pas qu'elle ne tient pas, mais elle est vraiment légère, comparée aux réalités. Mais qu'est-ce qui a été dit par le FPI concrètement? La posture du FPI a été vue par le canal de son journal, Notre Voix. Notre Voix a sorti une version vraiment particulière. Et je paraphrase ce qui a été dit. Notre Voix disait que M. Bala Keïta, en réalité, est une personne qui est impliquée dans des activités louches. Il se trouvait dans l'exploitation illégale de l'or, du diamant, qui était au Burkina Faso ou qui était vendu passant par le Burkina Faso. Donc, c'est les conséquences de cette activité qui vont rejaillir sur l'homme. C'est peut-être quelque chose qui a mal tourné entre lui et M. Compaoré qui a causé sa mort. C'est ce qui est défendu par le média du FPI, Notre Voix. Et cette posture s'expliquerait, entre autres, par le fait que M. Bala Keïta, possédant le statut de réfugié politique, bénéficie en réalité de plus que ce qu'un homme qui bénéficie du statut de réfugié politique aurait bénéficié. Il bénéficie d'une situation financière, économique et tout qui est au-delà du simple statut. Et cela se voit non seulement au niveau de la résidence dans laquelle se trouve et consort, mais mieux au niveau de la relation qu'il a avec M. Blaise Compaoré. Parce que déjà à Ouagadougou, il était dans des activités avec M. Blaise Compaoré. Et l'un des témoignages qui a été fait par l'un de ses proches à l'époque disait que en réalité, ce domaine dans lequel il se trouvait et qui a été décrié, qui a été cité par Notre Voix, le média du FPI, il était à Ouagadougou en mars 2001 et en novembre 2001, il l'a arrêté. Mais il faut comprendre que en réalité, c'est pas vraiment ça qui est un élément à suivre. Ce qui pourrait expliquer le fait que ce ne soit pas le FPI ou que tout parte de l'intérieur même du Burkina Faso se voit à plusieurs niveaux. Parce que lorsque M. Bala Keïta se soigne en Europe, pourquoi est-ce qu'il ne choisit pas un autre pays et qu'il vient directement au Burkina Faso?
Ça, c'est la toute première question. Il vient au Burkina Faso parce qu'il a des contacts beaucoup plus avancés, beaucoup plus sereins, beaucoup plus puissants que d'autres pays. Il vient au Burkina Faso parce qu'il est aussi envoyé en mission par un certain Robert Guèye. Parce que lorsqu'il arrive au Burkina Faso, et comme ce média-là le dit, il avait des connexions avec les militaires, les soldats qui se préparaient depuis février 2001 au Burkina Faso. Il a même eu des entretiens dans sa résidence avec ces soldats-là, Ibrahim Koulibaly et autres. Ceux-là qui vont par la suite implémenter un coup d'État, ou du moins une tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire en 2002. Donc, M. Bala Keïta ne choisit pas le Burkina Faso par hasard. Ça, c'est déjà un élément important. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'il arrive au Burkina Faso jusqu'on arrive à sa mort? En fait, il y a plusieurs sources qui ont étalé sur le sujet. M. Bala Keïta, envoyé par M. Robert Guèye pour participer à cette mise en place de coup d'État et autres, va voir quelques temps plus tard le plan se concrétiser. Il y avait une période où des noms étaient cités. Les noms des personnes qu'il fallait abattre et autres. Et sur cette liste, on avait le nom de M. Robert Guèye. Robert Guèye qui est le mentor. Celui-là qui a envoyé M. Bala Keïta faire les lieux. Et M. Bala Keïta, n'étant pas confortablement aligné avec cette idée, lui de son côté prévoit de changer les choses. C'est ce sens qu'il va contacter M. Compaoré, tenter de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le nom de M. Robert Guèye? Et suite à cela, il va personnellement décider d'informer M. Robert Guèye. Et c'est allant l'informer ou l'ayant informé qu'il va par la suite perdre la vie. Ça, c'est la posture dans laquelle se trouve le FPI. Le FPI dit qu'en réalité, le problème n'a rien à voir avec l'extérieur. Tout part du Burkina Faso lui-même. Tout à l'intérieur de ce pays-là. Mais il n'y a pas que le FPI ou le Burkina Faso qui émettent des idées. Il y a également l'idée, la position qui est donnée par le RDR. Le RDR, c'est le parti créé par M. Njeni Kobina, dont à l'époque, le président était M. Alassane Ouattara. La position est très claire et très factuelle. Contrairement aux autres positions, celle du FPI, ou de l'État burkinabé, qui était encore dans des conceptions ou dans des suppositions, la position du RDR est basée sur des articles déjà publiés. Et cela se verra par le journal du parti, le RDR, le Patriote. En fait, à partir du journal référencé numéro 10/AMBCI/BF/AD2.LCL/KBD datant de mai 2002, adressé au ministre de la Défense d'alors, M. Moïse Ly Dakwassi, par l'attaché militaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Burkina Faso, le Patriote informe le monde entier, la Côte d'Ivoire, que ce courrier contenait des informations très importantes. En fait, il y avait une mission assignée qui était contenue par ce courrier. Il demandait à ce que certains agents infiltrés puissent neutraliser certaines cibles déjà au Burkina Faso. Et à partir de là, on attend tous la réaction de M. Moïse Ly Dakwassi, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire à l'époque. Mais il ne va pas démentir en réalité ce courrier-là, ou du moins son existence ou son contenu, mais il va démentir l'idée selon laquelle cela a été adressé à M. Bala Keïta. Ce qui remet en conteste l'idée selon laquelle ce courrier a vraiment existé, ou du moins a vraiment été adressé dans l'optique de réaliser la mission qui lui a été assignée. Mettre à mal, neutraliser certaines personnalités, dont M. Bala Keïta par exemple. Ces personnalités-là qui, en griffe, se préparaient au Burkina Faso pour attaquer la Côte d'Ivoire. Donc, la position du RDR, c'est celle-là. C'est que l'État de Côte d'Ivoire a envoyé des personnes sur le sol burkinabé pour neutraliser cette personne-là. Et c'était la version, quand bien même peu ou prou extrapolée, donnée par l'État burkinabé. Et à partir de là, on a trois versions concrètement. Et quelle est la vérité, ou du moins, c'est quoi la véritable version? Pour avoir une idée sur la véritable version, du moins ce qui s'est réellement passé, il faut revenir sur la scène de crime, ce qui s'est passé cette nuit-là. D'abord, on a des faits. M. Bala Keïta a été empoisonné. M. Bala Keïta a été poignardé. Et on a retrouvé une lettre. Mais cette lettre était en réalité un leurre. Lorsque finalement on se rend compte que le message qu'elle contenait, M. Bala Keïta aurait transmis le virus du sida à une demoiselle, à une dame, ne s'est pas avéré. Donc, ce message en réalité est un leurre. Mais la question principale, ou du moins l'indice principal ici, c'est cette dame. Parce qu'elle a été en réalité filmée par les caméras de la résidence. Elle a même été retenue dans les premières analyses, les premiers résultats donnés par la justice burkinabé. Donc, cette dame en réalité est une pièce maîtresse pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, on la met d'abord de côté. Prenons aussi l'autre événement. C'est que l'homme a été poignardé à plusieurs niveaux. Et la première question qu'on pourrait se poser là, c'est de savoir, est-ce qu'une dame pourrait en réalité empoisonner et poignarder un homme à tous ces niveaux? Pas besoin de logique, pas besoin de réflexion. Soyons dans le concret.
lorsqu'on prend une dame qui empoisonne un homme, naturellement, on peut oser penser que cette dame-là pourra poignarder l'homme, l'assassiner, continuer ce qui est fait. Mais ce qui change tout, c'est que les personnes qui étaient censées protéger la résidence de l'homme n'étaient pas là. Ces personnes-là étaient envoyées ou ces personnes-là n'avaient pas compris ce qui s'est passé, n'avaient pas vu ce qui s'est passé. Alors qu'en réalité, il faut le signifier, M. Bala Keïta était la cible de plusieurs personnes. Et les parties où l'homme a été poignardé sont des parties vitales. Donc une simple femme qu'il côtoyait toujours ne peut pas vraiment être à mesure de réaliser cela. C'est certainement un homme qui est passé par derrière pour le faire. Il y a même des pistes ou des éléments qui stipulent que cette femme peut être un homme déguisé en femme. Parce que le personnage avait une carrure imposante, des cheveux longs, un teint noir. Bref, il y a une description qui est faite qui pousse à croire concrètement que ça ne peut pas être une femme. Ce n'est pas une femme. C'est en réalité un homme qui a atteint les parties vitales de M. Bala Keïta. Nous, on ne sait qui en réalité parce que l'enquête n'a pas été prolongée, mais c'est un élément à prendre en compte. Mais au-delà de tout cela, il faut regarder également l'atmosphère dans laquelle se trouvait M. Bala Keïta. M. Bala Keïta aurait appris d'idées selon laquelle le personnage qu'il défendait au Burkina Faso allait être assassiné. Et sa première réaction, c'est d'informer cette personne-là. Quand bien même celui-ci sait que les personnes avec lesquelles il vit pourraient s'en prendre à lui. Donc déjà, il y a de fortes chances que ce soit les personnes avec lesquelles il se trouvait au Burkina Faso qui l'auraient assassiné. De même que les chances sont extrêmement élevées au niveau de l'idée selon laquelle ce soit le parti au pouvoir, le FPI, qui par le canal de ses agents infiltrés sur le territoire burkinabé l'aurait réalisé. Quand bien même là, dans le cas pratique, ce soit un peu compliqué. Mais toutes les pistes sont ouvertes. La question qui est pertinente que l'on pourrait se poser, c'est de savoir en réalité pourquoi l'enquête n'a pas continué. Pourquoi l'enquête s'est arrêtée? Parce que l'enquête s'est arrêtée au moment où on a découvert que c'est une femme qui l'aurait drogué, c'est une femme qui l'a poignardé. L'enquête a été politisée et l'enquête a été fermée. Donc, à ce moment-là, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi est-ce que l'enquête n'a pas repris. Et l'un des indicateurs, c'est la sortie beaucoup plus tard de M. Mabri Traqueuse, qui était membre de l'IDPCI à l'époque et qui a été dépêché par M. Robert Gueye sur les lieux au Burkina Faso lorsque les événements sont survenus en 2002, qui, beaucoup plus tard, entre 2011 et 2012, a demandé à M. Alassane Ouattara d'organiser une enquête sur la mort de M. Robert Gueye et sur la mort de M. Bala Keïta. On a eu une enquête sur la mort de M. Robert Gueye. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu l'enquête sur la mort de M. Bala Keïta? Est-ce qu'en réalité, cela serait lié au fait que l'on a eu en réalité au niveau du cas de M. Robert Gueye des personnes proches de M. Laurent Gbagbo qui étaient impliquées et que de l'autre côté, en ce qui concerne M. Bala Keïta, ça n'avait rien à voir avec les personnes proches de M. Laurent Gbagbo et que ces personnes-là peut-être étaient dans la rébellion qui par la suite se retrouvaient avec M. Alassane Ouattara à cette période-là. Qui est-ce qui s'est réellement passé? Ou du moins, pourquoi est-ce qu'on n'a pas enquêté sur le cas de M. Bala Keïta à partir de cette période-là? Et bien avant, pourquoi est-ce que à partir de 2002-2003, on n'a pas lancé une commission d'enquête? Du moins, pourquoi on n'a pas continué l'enquête qui avait déjà commencé au Burkina Faso? De nombreuses questions se posent. Et depuis votre position, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qui aurait assassiné M. Bala Keïta selon vous? Dites-le nous en commentaire et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de dire ce que vous en pensez en commentaire, de vous abonner et on se dit effectivement à très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.